Bonjour à vous. Imaginez quelqu'un qui compte chaque euro pour finir le mois et qui voit défiler tous les jours, sur l'écran de son téléphone ou à la télévision, des images de villas, de jets privés, de vacances de luxe ou de montres hors de prix. Pour la sociologue canadienne Dalia Namian, le problème n'est pas seulement l'inégalité en elle-même. Le problème, c'est qu'une société entière puisse organiser le spectacle de cette inégalité, le diffuser, le banaliser et parfois même le célébrer comme un idéal. C'est ce qu'elle appelle une société de provocation, une notion qu'elle a développée en 2023 dans son livre précisément intitulé La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches. Selon elle, quand l'injustice n'est plus seulement subie, mais qu'elle est aussi rendue visible, répétée et d'une certaine façon normalisée, elle devient une menace pour la démocratie. Il faut ici distinguer deux choses. Une inégalité, c'est quelque chose qu'on peut objectiver par des chiffres. On peut évaluer des revenus, des patrimoines, des niveaux de vie. La provocation, elle, désigne une manière dont cette inégalité est rendue visible, mise en scène et vécue comme blessante, humiliante ou au moins déstabilisante. Ce qui blesse, ce n'est pas seulement que certains soient beaucoup plus riches que d'autres. Ce qui fait mal, c'est que cette richesse soit continuellement exposée, qu'elle soit valorisée, admirée, relayée et mise en avant dans l'espace social. Il faut préciser tout de suite un point essentiel. Quand on parle ici de provocation, il ne s'agit pas forcément d'une intention consciente. Cela ne veut pas dire que les plus riches cherchent toujours délibérément à humilier les plus pauvres. Le mot désigne surtout un effet social. Une société devient provocatrice lorsque la manière dont elle montre la richesse transforme le privilège de quelques-uns en rappel permanent de la fragilité des autres. Ce n'est donc pas d'abord une question de psychologie individuelle, mais bien une question de structure sociale, de culture, de médias, de mise en scène. Certaines formes de richesse ne sont pas seulement inégalitaires, elles deviennent obscènes. Il faut entendre ce mot avec précision. L'obscène, ce n'est pas seulement ce qui choque, c'est ce qui se montre sans retenue, alors même que se dégradent les conditions d'une vie commune décente. Quand l'accès au logement devient de plus en plus difficile, quand le travail se précarise, quand la crise écologique impose à tous des limites, voir certains vivre dans une démesure sans bornes peut être considéré par beaucoup comme une provocation sociale. Le jet privé, par exemple, n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi le signe visible qu'il existe, pour quelques-uns, une façon de vivre affranchie des contraintes communes. Le yacht, la résidence ultra-luxueuse ou les enclaves ultra-protégées racontent la même chose, non seulement la richesse, mais aussi la séparation. Quant à l'évasion fiscale, elle ajoute encore une autre dimension, la possibilité pour certains de se soustraire à la contribution commune. Dans tous ces cas, ce qui se donne à voir, ce n'est pas seulement le fait que certains ont plus, c'est l'idée que certains peuvent vivre hors mesure, presque hors du monde commun. Et c'est ici que la question devient pleinement philosophique. Car le vrai problème n'est pas seulement la richesse, le vrai problème, c'est qu'on finisse par ne plus avoir l'impression de vivre dans la même société. Une démocratie n'exige pas que tout le monde vive de la même manière, elle n'impose pas l'égalité parfaite, mais elle suppose au moins que malgré les différences, chacun reste pris dans des institutions, des limites et des obligations largement communes. Or, la société de provocation installe peu à peu l'idée inverse. Certains pourraient vivre au-dessus des règles ordinaires, pendant que d'autres supporteraient seuls le poids des contraintes. Les excès des uns deviennent alors des objets d'admiration, tandis que les difficultés des autres sont renvoyées à leurs prétendus échecs personnels. On pourrait évidemment objecter, mais tout cela, n'est-ce pas simplement de la jalousie ? En réalité, la question n'est pas de savoir si certains supportent mal la réussite d'autrui. La question est de savoir si une société peut rester démocratique lorsque les écarts deviennent tellement visibles, tellement constants et tellement démesurés qu'ils finissent par détruire le sentiment d'appartenir tous au même monde. Il y a une différence entre voir qu'autrui vit mieux que soi
et avoir le sentiment que certains n'habitent plus la même réalité, n'endurent plus les mêmes contraintes et ne répondent plus des mêmes obligations. À la fin du XIXe siècle, le sociologue américain Thorstein Veblen parlait déjà de consommation ostentatoire, et il expliquait que certaines dépenses valent moins par leur usage que par le signal social qu'elles envoient. On n'achète pas seulement un objet pour ce qu'il permet de faire, on l'achète aussi pour ce qu'il permet de montrer de soi, de sa place et de sa puissance. Le philosophe français Jean Baudrillard prolongera cette intuition en expliquant que dans la société de consommation, les objets ne possèdent pas seulement une valeur d'usage ou une valeur d'échange, ils ont aussi une valeur signe. Autrement dit, ils servent à signifier un statut, une appartenance, une supériorité symbolique. On peut même aller un peu plus loin avec l'économiste américain Albert Hirschman. Avec ce qu'il appelle l'effet tunnel, il montre qu'une société peut, pendant un temps, supporter des inégalités visibles si elle les interprète comme un signal d'espoir, comme l'indice que l'avancée des uns annonce peut-être bientôt celle des autres. Tant que l'écart peut être lu comme la promesse d'un avancement possible, il reste supportable. Mais lorsque ce signal cesse d'être crédible, quand la réussite spectaculaire des plus favorisés ne laisse plus entrevoir aucune amélioration commune, alors l'inégalité exposée change de sens. Elle n'apparaît plus comme l'annonce d'un avenir possible, mais au contraire comme la preuve qu'un monde se ferme. C'est précisément là que la société de provocation va plus loin. Elle désigne en effet un monde dans lequel l'ostentation des riches n'est plus marginale. Elle désigne un ordre social dans lequel l'excès est non seulement toléré, mais aussi médiatisé, admiré et peu à peu intégré à la normalité sociale. Il ne s'agit évidemment pas ici de condamner la réussite, le confort ou le goût du beau. Il s'agit simplement de se demander à partir de quel moment certaines formes de luxe deviennent incompatibles avec l'exigence démocratique. À quel moment montre-t-elle qu'il n'y a plus aucune mesure commune entre nous ? À partir de quand la richesse cesse-t-elle d'être une simple différence pour devenir le signe public que certains échappent aux règles communes ? Et à partir de quand le privilège des uns devient-il, pour les autres, non plus seulement un écart, mais aussi une blessure et une humiliation. En somme, une société de provocation, ce n'est pas seulement une société inégalitaire, c'est une société dans laquelle l'inégalité devient un spectacle. Et ce qui peut paraître inquiétant, c'est que c'est une société dans laquelle ce spectacle fragilise et peut-être même détruit l'idée qu'il existe encore un monde commun. Dès lors, la question que chacun peut se poser, c'est peut-être celle-ci. Une société décente est-elle une société qui produit de la richesse, ou est-ce d'abord une société qui sait empêcher que le privilège des uns se transforme en affront public pour les autres ?